Bienvenue sur la chaîne Yogindies, une chaîne axée sur la pratique yogique où je partage mon approche holistique et démystifiée du yoga afin de vivre sa vie de l'intérieur vers l'extérieur. Le sujet d'aujourd'hui, les équipements de yoga. Qu'on soit débutant ou confirmé dans notre pratique yogique, on peut considérer les équipements comme des alliés afin d'optimiser notre pratique. Il n'y a bien sûr aucune obligation, ce ne sont que des suggestions. Alors c'est une question qui revient souvent et plus particulièrement lors des cours, des accompagnements individuels. Donc surtout quand les personnes ont pour objectif de faire de leur pratique une discipline quotidienne, donc qui va se tenir sur la durée. Dans ce cas-là, on aura envie de prêter attention à ces outils et de savoir quels sont, on va dire, les meilleurs choix qu'on peut faire pour notre pratique personnalisée et pour notre bien-être personnel. Si c'est votre cas, on commence sans plus tarder. Donc vous verrez, il y a plein de choses en option, mais disons que c'est un partage qui va être global sur la façon dont moi je pratique, la façon dont j'articule un petit peu... sur la façon dont j'articule un petit peu mes séances et de quelle façon je mets en place les choses et avec quels outils pour rendre en fait la pratique le plus agréable pour moi. Le premier élément, le premier support, c'est vraiment, on va dire, le point central de la pratique yogique, en tout cas de la pratique posturale, puisque là on va rester focalisé sur la pratique des asanas, les postures et voire de la méditation. Tous ces équipements-là vont nous servir dans ce cadre-là. Le yoga ne représente pas que ça, donc j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais pour les équipements, on est focalisé là-dessus. Du coup, le tapis, c'est la première chose à laquelle on pense. On va dire que c'est le matériel qui est le plus couramment choisi par les pratiquants. Peut-être d'ailleurs que vous avez déjà votre tapis de yoga, mais ce qui importe là pour le tapis, c'est de prêter attention à la matière, à l'épaisseur, à la couleur, au motif, à la grandeur aussi, parce qu'il y a différentes largeurs et différentes longueurs en fonction de ce qu'on recherche. Donc tout ça est très important. Moi je me suis rendu compte au fur et à mesure de ma pratique avec les années que j'ai eu différents tapis et j'en ai changé puisqu'il y en avait qui s'usaient et donc je voyais que ma pratique, mon ressenti, mon confort était vraiment différent d'un tapis à l'autre. Mon tout premier tapis, c'était un tapis de la marque Reebok et je l'ai gardé très longtemps. Et là, en fait, celui que j'utilise, donc c'est pas pour faire de la pub ni quoi que ce soit, c'est pas sponsorisé du tout, mais voilà, c'est celui-là qui vient de chez Decathlon. Et en fait, il est très épais. Je crois même que ce n'est pas un tapis qui est dédié au yoga, ça doit être pour le pilates, parce que je sais que les tapis de pilates sont quand même plus épais. Mais voilà, moi c'est un tapis que j'adore, c'est le meilleur tapis que j'ai pu choisir. J'aime la couleur, cette couleur verte de guérison, les feuilles qui rappellent la nature. Il n'est pas tout lisse. Voilà, il y a un petit peu des reliefs. Il est super agréable pour ma pratique posturale. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'important puisque vous allez passer beaucoup de temps sur votre tapis. Et le confort dans les postures, effectivement, va dépendre de vos aptitudes physiques, mais aussi de ce qui se passe sous vos pieds, donc au niveau du tapis. Donc après, en termes de budget, c'est vrai que plus on va aller vers des choses très sophistiquées, des choses très travaillées, des matières particulières, on peut aussi choisir des tapis qui sont en tissu, des tapis vraiment comme des draps de plage. Il y a des personnes qui pratiquent là-dessus et ça pose aucun problème et je sais que le coût peut être moins élevé, mais c'est vrai que c'est quand même un investissement. Qui va dépendre de tout justement ces petites fantaisies, l'esthétisme qu'on choisit. Ensuite, les blocs de yoga. Les blocs peuvent être utilisés en dehors d'une pratique yogique, mais ils vont être très utiles, surtout quand on n'a jamais pratiqué les postures, puisqu'ils vont nous permettre de faciliter notre positionnement dans la posture. Parfois on manque de souplesse et un bloc
positionné par terre va nous permettre de placer la main dessus et de ne pas avoir à atteindre le sol, ce qui va nécessiter beaucoup plus de souplesse au niveau des jambes par exemple en fonction de la posture. La matière des blocs est aussi à choisir puisque on trouve des blocs en liège. Moi je sais que j'aime beaucoup visuellement, aussi au niveau du toucher j'aime bien les blocs en liège. Je sais qu'il y a du plastique, il y a aussi de la mousse, ça c'est vraiment un choix personnel. Je n'ai jamais acheté de blocs, j'en ai jamais ressenti le besoin, c'est pas pour dire que j'ai tellement de souplesse que c'est pas utile, mais disons que effectivement j'ai une facilité dans pas mal de postures, ce qui fait que je me suis jamais dit ah ouais il me faut vraiment une aide supplémentaire. Ceci dit, pour des postures un peu plus acrobatiques, les blocs sont quand même très utiles, donc j'aurais pu me fournir à ce niveau-là, mais voilà, je ne l'ai pas fait. Toujours est-il que c'est vraiment quelque chose que je recommande pour les pratiquantes qui débutent. C'est bien d'en avoir deux, voilà, au minimum. En plus, on peut les utiliser même en dehors d'une pratique posturale des asanas. J'ai oublié la sangle qui sera aussi techniquement très utile pour les débutants, ainsi que le ballon qui servira notamment pour le yoga restauratif. Ensuite, la tenue vestimentaire, ça fait aussi partie des éléments importants pour la pratique. Je dirais pas que c'est indispensable, mais juste dans le sens où le choix des vêtements qu'on fait. Maintenant, je ne vais pas recommander à des personnes de choisir telle marque, de choisir un body, de choisir une brassière particulière, bien que le maintien, le soutien de la poitrine pour les femmes, c'est quand même une chose importante à prendre en compte. Je ne vais pas recommander de prendre tel legging, mais simplement d'aller vers des vêtements qui sont respectueux de votre confort personnel. Donc, pour faire simple, moi ce que je recommande, c'est des matières fluides, des matières stretch, des matières qui permettent à votre corps de respirer. Simplement des vêtements dans lesquels vous vous sentez à l'aise. Pour moi, il n'y a pas un vêtement type qu'on doit porter pour pratiquer les postures. C'est simplement une question d'appréciation. Et bien sûr, quand on fait du cours collectif, on peut se dire, voilà, j'ai envie de porter telle couleur, parce que la vibration au niveau des couleurs et des matières est aussi très importante. Je ne l'ai pas précisé avec les matières et les designs des tapis de yoga, mais c'est le cas en fait. Toute l'attention qu'on va porter sur quelle couleur, quelle matière, quelle apparence, c'est finalement une vibration et il faut qu'elle résonne avec nous. Donc c'est juste à ce niveau-là, la tenue est importante. Si vous pratiquez chez vous, tranquillement à la maison, vous allez moins vous soucier de ces considérations de tenue et vous allez porter simplement ce qui est le plus pratique pour vous et c'est très bien. Ensuite, le cadre pour votre pratique yogique. Donc, si on se dit qu'on n'est pas sur des cours collectifs que vous allez suivre en studio, en extérieur, avec des groupes de personnes, mais simplement votre pratique personnelle. Parce que la vidéo là que je fais là, elle est en fait destinée à des personnes qui souhaitent aussi amener leur pratique yogique à la maison, même si vous prenez des cours à l'extérieur, c'est quand même intéressant de développer ça par vous-même, avec vous-même. Donc, quand on est à la maison, c'est important le cadre. Je sais qu'on n'a pas toujours le choix de choisir les meilleures conditions environnementales pour nous, mais tant qu'on peut et du mieux qu'on peut, c'est quand même une chose très importante. S'il y a du bruit autour de vous, si vous êtes dans un espace qui est très restreint, si ce n'est pas ordonné autour de vous, si vous êtes dans un endroit où vous pouvez être dérangé à tout moment, ça va être compliqué quand même de vous concentrer, bien que c'est un exercice qui fait partie des 8 membres du yoga, la concentration. Donc c'est quelque chose à développer avec le temps, mais quand même, moi je prête beaucoup d'importance à ça. Et d'ailleurs, je ne reste pas, disons, plusieurs mois au même endroit de la maison pour pratiquer. J'ai besoin de changer. Il y a des moments, ça va être dans le couloir, il y a des moments, ça va être dans le salon, ça peut être à l'extérieur aussi. Et c'est vrai que je pratique aussi sur les plages, puisque j'ai la chance de vivre dans les Caraïbes et que c'est juste magnifique au niveau visuel et aussi en termes d'énergie. Donc l'important c'est que vous vous sentiez en intimité, que vous vous sentiez libre de vos mouvements, libre de votre pratique,
que vous soyez bien et qu'il y ait peu de distractions autour de vous. Tout ça pour faire le choix de votre environnement, c'est une question de ressenti, c'est la base, c'est primordial pour cette pratique yogique que vous intégrez dans votre vie. Tout est une question de ressenti à tous les niveaux. Le choix de cours en particulier, le choix d'un prof en particulier, le choix d'un endroit où pratiquer, c'est une question de ressenti. On ne peut vous obliger à rien et il n'y a que vous qui pouvez décider pour vous-même. Alors vous voyez, on descend, on va dire d'une certaine façon, on a commencé avec le plus important, on va dire le plus basique et le plus courant, et on va aller comme ça vers des choses, je dirais pas superficielles, mais des choses qui sont vraiment pas obligatoires, ceci dit, qui peuvent améliorer votre expérience de la pratique yogique. Donc pour le 6e point, les parfums d'ambiance. Donc ce que j'entends par parfum d'ambiance, ça va être l'encens, ça va être un diffuseur d'huile essentielle si vous en avez un. Voilà, ça c'est des choses assez courantes. Le bâton Palo Santo, si vous avez vos petits rituels. Ce sont des odeurs, des informations qui vous mettent dans un certain mood, dans un certain état d'esprit, dans une certaine vibration et qui va personnaliser votre pratique. Alors, qu'on soit clair, c'est pas du tout obligatoire. Moi, c'est des choses que j'aime bien faire. C'est souvent soit de l'encens ou soit des huiles essentielles, que d'ailleurs aussi je peux placer à l'intérieur du poignet. Les huiles essentielles, j'en ai notamment une, celle de sapin. C'est sapin quelque chose, mais c'est très frais. J'ai l'impression que ça me purifie au niveau de mon air interne, en fait, de mon souffle, de ma respiration. Ça me dégage des voies respiratoires et j'ai l'impression d'être dans une plaine entourée de sapins. Voilà, très haut avec un air pur, donc ça me fait beaucoup de bien, j'apprécie beaucoup. Mais disons ça, ces choses-là, c'est pas ce que je veux dire par parfum d'ambiance, c'est surtout le fait de ne pas se trouver dans un endroit où il y a des odeurs qui sont nauséabondes, désagréables. Ça va être assez compliqué quand même. Vous pouvez très bien pratiquer, mais disons que ça va pas être très aligné à ce que vous êtes en train de faire. Puisque s'il y a des odeurs nauséabondes, c'est qu'il se passe quelque chose. Soit la pièce n'a pas été aérée, soit il y a quelque chose, un élément qui est en état de décomposition, soit vous êtes justement, on en revient à l'environnement, dans un endroit où je sais pas, il y a une déchetterie, des poubelles. Tout ça, c'est, on va dire, en termes d'énergie, des vibrations qui sont plus basses et qui donc vont vous empêcher de vous élever. Bon, c'est pas impossible, mais quand même, pour moi, c'est quelque chose vraiment à prendre en compte, à prioriser, les odeurs. Donc, si c'est neutre chez vous et là où vous êtes, très bien. Et si vous appréciez les odeurs voilà, un petit peu fleuries, fruitées, boisées, eh ben, n'hésitez pas avec l'encens, les huiles essentielles, c'est super. Donc ensuite, j'ai sauté un point, on est bien là au 6e point et ça va être la playlist, donc l'ambiance musicale que vous allez choisir pour votre pratique, pour votre séance. Donc moi je choisis les musiques en fonction de mon mood du jour. Dans l'hypothèse où je ne suis pas en train de dispenser un cours à des personnes, où là dans ce cas-là je sais quel type de séance je fais, je sais quel type de yoga, je sais vers quoi j'oriente l'énergie générale de ma séance. Donc le son, la musique, la playlist est déjà choisie à l'avance. Quand c'est ma pratique personnelle à la maison, je ne sais pas ce que je vais pratiquer comme yoga, je ne sais pas quel type d'enchaînement je vais faire, je ne sais pas quelle énergie, si je vais être plus dynamique, plus doux, contemplatif, je ne sais pas. Donc je vais mettre une musique, je vais choisir, j'ai plusieurs playlists, et je vais choisir soit des sons de flûte, des sons naturels, voilà, ambiants, des vagues de l'océan, des sons tibétains. Voilà, si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez taper aussi sur Deezer ou sur votre application de musique. Musique tibétaine, musique zen, musique relaxation, musique d'ambiance pour la méditation. Voilà, il y a une multitude de, même la musique classique aussi, j'aime beaucoup par moment, mais c'est vraiment pas une obligation. C'est quelque chose que j'aime bien faire parce que du coup, dans ce cas-là de ma pratique personnelle, ça me permet d'orienter ma séance.
je sais qu'en fonction de la musique que j'aurais choisie, mes mouvements vont suivre cette musique-là. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que le son, c'est pas une obligation, la musique d'ambiance n'est pas une obligation, mais ça guide quand même nos mouvements et c'est pour ça que je mets toujours de la musique lors de mes cours que je fais, les cours collectifs en extérieur, il y a toujours quand même un petit son d'ambiance. Ensuite, 7e point, le bol tibétain. Alors là, on est vraiment sur les choses superficielles et qui sont facultatives. Donc les bols tibétains, ça c'est un indispensable en tant qu'enseignante, voilà, pratiquante et accompagnatrice dans la pratique yogique. J'ai toujours mes bols tibétains, voilà, qui accompagnent mes séances. Donc j'adore le son, c'est reposant, je fais ça en début de séance, en fin de séance. Donc celui-là a un son grave et celui-là un son plus aigu, il est plus petit. Et en fait, ce qui va être intéressant, donc c'est pas du tout obligatoire, ça a un côté sympa parce que ça met une vibration sonore, mais c'est aussi intéressant pour nous aider à développer notre magnétisme, en tout cas en prendre conscience de notre magnétisme manuel, puisque moi j'ai jamais le même son au niveau du bol tibétain. Alors je sais que ça dépend de l'endroit où j'ai fait le cours, ça dépend des personnes qui participent au cours, ça dépend de l'énergie générale, le son ne va jamais être le même. Donc forcément par rapport à tous ces éléments qui sont à prendre en compte, ma vibration, mon énergie personnelle va changer et le son ne sera pas le même. Donc ça permet de prendre conscience qu'effectivement nous sommes vibration, nous sommes énergie et c'est quand même un outil qui est très sympa, qui fait très yogi, je vous l'accorde. Et ça me fait penser aussi à ce coussin de méditation. Donc ça fait partie des éléments avec le tapis et le bloc, des choses qui peuvent être utiles, c'est pas du tout indispensable, surtout en choisir un comme ça, qui est spécialement dédié pour ça, pour placer sous les fesses pour la méditation ou la posture du lotus, ça permet d'avoir les fesses surélevées et de garder la colonne vertébrale bien droite. Et c'est pas obligatoire de choisir quelque chose qui est dédié à ça, vous pouvez fabriquer quelque chose vous-même, vous pouvez prendre un coussin, vous pouvez aussi utiliser les blocs dont j'ai parlé précédemment. Voilà, placez 1 ou 2 blocs sous vos fesses et ça fera très bien l'affaire. Petit bonus, pour aller plus loin dans cette pratique et dans ces éléments qui accompagnent, ces alliés qui nous aident à vivre au mieux nos séances, la condition du corps physique. C'est aussi une chose très importante et pour moi ça fait partie des alliés à part entière. La condition du corps physique, c'est comment vous vous sentez aujourd'hui. C'est sûr que le yoga, moi je dis au niveau du yoga postural, je dis vraiment aux personnes que ce qui est intéressant, même s'ils prennent un cours, 2 cours, 3 cours par semaine avec un accompagnement, et c'est bien qu'ils pratiquent aussi à la maison, même si c'est pas une séance de 1h, 1h30, ne serait-ce que 5, 10 minutes, 15 minutes au quotidien, faire quelques salutations au soleil avant de commencer ses activités de la journée, ça permet au corps de s'habituer au mouvement, parce qu'au manque de mouvement, on est beaucoup trop statique, on est devenu très sédentaire, donc on bouge pas assez. Donc intégrer juste ça au quotidien, ça va vraiment nous changer la vie. Du coup, la condition du corps physique, des fois, peut nous limiter dans cette discipline. On peut se sentir aujourd'hui un peu fatigué, on peut avoir des douleurs corporelles. Il y a des choses qui peuvent nous empêcher d'être réguliers. Et là, ça va être important de revenir à l'écoute de soi, de revenir à la priorisation de son corps et de ses ressentis. Et d'adapter notre pratique en fonction de comment on se sent aujourd'hui. Ensuite, un conditionnement que j'aime bien, moi, que je pratique personnellement, que je recommande, mais après c'est libre à chacun, c'est d'être à jeun pour la pratique des asanas et d'être hydraté. Donc boire un peu d'eau ou de tisane avant, on va pas non plus se noyer parce qu'on va se sentir alourdi, ça va être compliqué, mais être suffisamment hydraté, voire s'hydrater durant notre séance. Il y a aussi des purifications, donc ça c'est des choses que je fais tous les matins, quotidiennement, parce que c'est ma pratique personnelle. Les purifications, il y en a de nombreuses qui sont pratiquées en Inde et qui sont recommandées. Moi je pratique le grattage de langue avec un gratte
langue en cuivre et je fais tout de suite derrière un bain de bouche à l'huile de sésame. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus là-dessus, vous tapez ça sur Google et vous allez trouver plein d'infos super intéressantes. Il y a aussi le mindset, le conditionnement de l'esprit, du mental, comment vous êtes quand vous commencez votre séance. Si on se dit qu'on est régulier, que c'est une discipline et qu'il faut s'y tenir, mais qu'on est complètement perturbé par plein de préoccupations, qu'on est anxieux et qu'on n'arrive pas à se stabiliser mentalement et émotionnellement, c'est pas que ça va être inutile, mais il faut revenir, encore une fois, à pourquoi je pratique. Est-ce que c'est juste parce qu'il faut le faire ? Et pour moi, ça, c'est vraiment rédhibitoire. Ou est-ce que c'est je le fais parce que je sais que ça m'apporte un bien-être, que ça m'apporte un accomplissement qui me permet d'être satisfait de mon choix de pratique yogique. Voilà, j'en ai fini pour les outils. Après, il y a une chose vraiment qui est aussi très importante, surtout dans le cadre d'une pratique à la maison avec soi-même, c'est comment je pratique en fait. Si je débute, comment je fais, quel support. Alors, j'aimerais vous dire, regardez sur la chaîne Yogindiz, il y a des séances de yoga, vous pouvez les suivre et faire en même temps que moi, ce qui est le cas. Il y en a certaines, mais pas assez. Moi, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Donc, ce n'est pas une promesse si je dis qu'il y aura plus de séances de yoga, c'est pas une promesse en l'air parce que elles sont déjà filmées en fait les séances, elles sont déjà prêtes, c'est simplement que ça demande beaucoup d'organisation en termes de montage, que je puisse libérer du temps, faire un truc qui me conviennent. Donc voilà, ça va venir, il y en aura, mais dans tous les cas, on n'a pas l'obligation de rester focalisé sur une pratique, sur un professeur, sur une façon de faire en particulier. C'est bien de varier, de voir ce qui nous convient pour en arriver à devenir notre propre maître yogi, et à se constituer nos séances instinctivement. C'est ce que je souhaite à toute personne. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt d'être continuellement au crochet de quelqu'un pour cette pratique-là qui est, à mon sens, vraiment très individuelle et très intime finalement, c'est personnel. Donc, vous trouvez sur YouTube, vous trouvez, je sais qu'il y a des applications maintenant, il y a des programmes aussi qui sont faits, donc vous avez plein d'options pour votre pratique quotidienne des asanas. Ça peut être aussi simplement, ces éléments, ils peuvent vous aider simplement pour faire quelques postures le soir ou un petit peu de méditation. Donc tout ça, dans tous les cas, va quand même vous servir et d'autant plus pour la pratique en cours collectif, en studio. Surtout pour vous aider à prendre conscience que les éléments, qu'ils soient matériels ou d'ordre environnementaux et surtout vibratoires et énergétiques, sont très importants, quelle que soit la pratique qu'on choisit, le type de cours qu'on choisit et le type de professeur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.